Ouais, j'adore. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien pour démarrer? Vous avez un chat sur lequel vous pouvez répondre pour valider que tout va bien en termes de son et image. Merci, merci Camille. Et merci Patricia. Parfait, bah, merci pour vos confirmations. Aujourd'hui, on est ensemble pour aborder la connaissance client, donc les fondamentaux en e-commerce et en retail. Donc, avant de commencer, une petite présentation. Donc, je te laisse commencer, Yacine. Enchanté tout le monde. Donc, je suis l'un des fondateurs d'Octolis, qui est une solution logicielle qui permet des acteurs e-commerce retail de gérer beaucoup plus facilement leur base de données clients. Ça veut dire les unifier les données, les normaliser, les scorer et les envoyer en temps réel dans les outils où ça fait sens, le marketing automation, les outils ads, le service client, etc. Alors, de notre côté, l'agence D&D, on est historiquement spécialisé en e-commerce et on est venu ajouter différentes cordes à notre arc en venant accompagner nos clients à gérer leurs données produits avec le PIM, en venant optimiser l'expérience client via des offres UI ou UX, en facilitant la communication entre les différents acteurs d'un système d'information via des connecteurs et extensions. Et enfin, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, la partie marketing automation, où on est venu se poser la question de finalement comment je fais en sorte que les personnes reviennent sur mon site, donc comment je fidélise mes clients. Et plus globalement, D&D, c'est une agence de 90 collaboratrices et collaborateurs sur 4 villes en France. Donc on ne fait pas de sous-traitance, pas d'offshore et on est vraiment très focalisé sur le retail et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la parole sur cette thématique avec Yacine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, comme tout webinar, nous allons d'abord introduire le sujet. On va ensuite approfondir en analysant différents niveaux d'analyse, différentes typologies, notamment de reporting. On va faire un zoom sur ce qu'on a considéré comme étant les analyses classiques en retail. Et enfin, on verra des aspects concrets sur la mise en place des solutions qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose... Juste un petit mot, excuse-moi Carole. N'hésitez pas à poser vos questions en live sur le chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau à la fin de chaque partie. Et on prendra un petit peu de temps en fin de webinaire pour rentrer un peu plus dans le détail des questions que vous pouvez avoir. Et oui, aussi, vous sera envoyé en replay de toute façon le webinaire au besoin et un ensemble de contenus partagés par Octolis. Ok. Donc, la question qu'on se pose à ce webinaire, c'est est-ce que vous connaissez réellement votre base client? Donc, à titre d'exemple, est-ce que vous savez identifier vos meilleurs clients? Donc, au-delà de savoir les identifier, notamment via la récence, le montant et la fréquence de leurs achats, est-ce que vous pouvez dire quel chiffre d'affaires ils représentent et quel pourcentage ils représentent? Donc, par exemple, est-ce que vos meilleurs clients représentent seulement 5% de votre base, mais génèrent 20% de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous pouvez regrouper l'ensemble de vos meilleurs clients selon des préférences d'achat spécifiques? Est-ce qu'ils consomment de la même façon, les mêmes catégories de produits? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a affaire à une diversité dans les préférences et le comportement d'achat? Une dernière question, est-ce que vos meilleurs clients sont finalement les mêmes personas? Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problématiques? Ou encore une fois, est-ce qu'on est plutôt confronté à une diversité sur laquelle, du coup, vous ne pourriez pas vous baser à 100% pour les segmenter? Autre exemple, sur la partie rétention et activation,
actuellement, est-ce que vous êtes en possibilité d'identifier vos clients qui sont à risque d'attrition, donc les clients qui risquent de churner, de vous quitter? Donc, par exemple, pour réussir à identifier ce type de risque, est-ce que vous connaissez la durée moyenne de vie de vos clients? En quel cas, ça pourrait être un des indicateurs pour identifier ce risque d'attrition. Plutôt sur l'activation, est-ce que vous êtes actuellement en capacité de savoir quels sont vos produits d'appel les plus efficaces auprès de vos prospects pour réussir à les transformer en clients? En termes d'impact, est-ce que vous pouvez réussir à établir un lien certain entre le fait que vos clients soient engagés et le fait qu'ils consomment beaucoup? Est-ce que réellement les clients, vos meilleurs clients sont les clients les plus engagés? Autre question, est-ce que vous réussissez à avoir l'impact précis dans vos actions marketing? Est-ce qu'un client à haut potentiel a été transformé en champion grâce à vos actions? Donc, maintenant, la question, c'est pourquoi c'est si important finalement de bien connaître ses clients, parce que la maîtrise de votre connaissance client permet une activation pertinente parce qu'elle sera personnalisée et donc adaptée. Donc, à titre d'exemple, en termes de fidélisation, donc on revient sur la thématique abordée précédemment. Si vous connaissez les préférences d'achat selon les catégories de produits ou les collections, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios de cross-selling qui sont adaptés par rapport à ces préférences d'achat. Donc, à titre d'exemple, chez D&D, on a accompagné un client dans la vente d'articles de sport et en fait, on a réussi à établir qu'il y avait différents niveaux d'adhésion selon le club de foot. Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, un client qui va acheter un maillot chez le PSG va pas forcément être réceptif à ce qu'on lui propose des articles complémentaires du PSG. Pourquoi? Parce que finalement, on va acheter chez le PSG plutôt parce qu'il y a des joueurs de grande renommée type Mbappé ou Neymar et on ne va pas être vraiment fan du club en tant que tel. Tandis qu'on va avoir une adhésion beaucoup plus forte sur des clubs type le Barça, où là, il y a une adhésion au club et auquel cas, il est pertinent de partir sur une stratégie de cross-sell puisqu'on a en fait un réachat sur ce club qu'on ne retrouve pas forcément sur le PSG. Donc, autre exemple sur la rétention, si vous savez comment identifier un risque de churn et que vous en connaissez les raisons, ça vous permet de mettre en place des scénarios personnalisés pour du coup éviter ce churn. Donc, pareil, à titre d'exemple, prenons les clients qui fonctionnent sous format d'abonnement. Ils vont être confrontés tous à cette problématique de la carte bleue qui expire. Donc, et avoir des personnes du coup qui churn à cause de ça, alors que c'est pas forcément quelque chose qui est souhaité. Et donc, dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place un scénario en amont de l'expiration de cette carte bleue pour inciter les personnes à bien mettre à jour leurs coordonnées avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, voire inciter avec un cadeau, avec un appel pour maximiser le nombre de personnes qui mettraient à jour leur carte bleue. Autre exemple, on a l'activation. Donc, si vous connaissez la durée moyenne entre le fait de devenir prospect et le premier achat, ça vous permet de réussir à identifier quels sont vos prospects qui sont devenus inactifs et de pouvoir les contacter à ce moment-là en leur proposant, comme évoqué précédemment, du coup, les produits d'appel qui fonctionnent mieux pour activer vos prospects. Alors finalement, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi on a des entreprises, donc spécifiquement dans le retail, qui ont une connaissance client limitée? Alors le retail, ça a une spécificité puisqu'on va avoir très souvent différents canaux de vente, donc on va avoir une multiplicité des sources d'informations et donc on va avoir les données en magasin et les données en ligne du part. Et donc, sans action de votre part, pour avoir une approche omnicanal, il n'y aura pas de vision client unifiée. Et donc, toute segmentation qui serait mise en place serait de facto erronée puisqu'elle serait basée que sur une donnée partielle, puisqu'elle ne serait pas complète.
Donc ça, on le remarque souvent puisqu'il y a des obstacles organisationnels internes, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on va avoir des équipes qui sont vraiment dédiées à la partie magasin et d'autres équipes dédiées à la partie e-commerce. Mais la problématique, c'est plus qu'il n'y a pas forcément d'équipes transverses qui permettent de faciliter la communication entre ces deux équipes et en résulte du coup un manque d'analyse transverse. C'est notamment lié au fait qu'il n'y ait pas nécessairement les bonnes compétences analytiques, ni d'ailleurs la bande passante. Et donc finalement, nous, on a plusieurs clients retailers qui, du fait de l'ensemble de ces difficultés, vont décider de se focaliser uniquement sur leurs données e-commerce dans leur stratégie CRM. Et finalement, on dit qu'on va avoir des retailers qui, d'un point de vue CRM, se comportent comme des pure players. Donc, avant de passer à la suite, je vais juste regarder si vous avez des questions qui ont été posées, puisqu'on s'était dit qu'on ferait au fur et à mesure de chaque partie. Donc, je vois qu'il n'y en a pas pour le moment. Donc, je vais laisser Yacine continuer. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et les questions vont arriver, je pense, petit à petit. Avant de vous partager ce qui sera probablement la partie la plus intéressante en vous montrant des exemples d'analyse, on va prendre un petit moment pour essayer de comprendre déjà quels sont les différents types d'analyse dont on peut avoir besoin quand on parle de connaissances clients. Déjà, le premier élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de dashboard, de tableau de bord, très souvent, on mélange différents niveaux de tableau de bord, différents niveaux d'analyse, et c'est important de bien les distinguer avant de vous lancer dans la création d'un tableau de bord ou d'un rapport quel qu'il soit. On peut distinguer globalement 3 grandes familles. On a des tableaux de bord qui sont d'un niveau stratégique, qui s'adressent avant tout à la direction de l'entreprise. Et donc forcément, on est sur des indicateurs qui sont un peu plus macro, sur un horizon temporel qui est un peu plus long. Et on va s'intéresser ici à un sujet business assez large. Donc ça peut être par exemple analyser la performance des clients encartés sur 12 mois. C'est typiquement le genre de tableau de bord qui peut être intéressant pour une direction. Le deuxième niveau de lecture, c'est un niveau qui est un peu plus micro, qui va s'adresser à une équipe. Et ici, on va s'intéresser à l'analyse d'une stratégie. Donc, typiquement, on a lancé un programme de fidélité, on a lancé une nouvelle campagne d'acquisition. Bon, on va regarder les performances de la stratégie d'acquisition par mois. Généralement, la temporalité est plutôt mensuelle. Et ça peut intéresser potentiellement avant tout le manager de l'équipe et potentiellement tout le monde. Et ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau le plus micro, où là, en l'occurrence, on va s'intéresser à un processus métier spécifique. Donc, il peut s'agir, par exemple, des campagnes CRM. Et on ne va pas, contrairement à une analyse tactique qui va regarder essentiellement les résultats d'une stratégie, ici, on s'intéresse à l'ensemble du processus. Donc, sur les campagnes CRM, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est combien de campagnes on a lancées, quel effort ça a requis, quel budget a été mis en termes de prestations, de temps passé, les freelances, etc. Et derrière, éventuellement, un minimum, un rapport un peu d'activité, qu'est-ce que ça a généré en termes d'ouverture, de clics, etc. Mais on n'est pas forcément dans une analyse aussi orientée résultat qu'un tableau de bord tactique qui va avant tout regarder des résultats, mais pas forcément des indicateurs de moyens de réalisation ou d'activité. Et donc, quand on parle de connaissance client, très souvent, on est plutôt à un niveau qui est soit stratégique, soit tactique. Et en fonction de votre objectif, de l'interlocuteur à qui ça s'adresse, vous n'allez pas forcément rentrer dans le même niveau de détail et présenter les choses de la même manière. Un deuxième élément à avoir en tête avant de se lancer dans la construction d'un dispositif BI ou des rapports, c'est de bien comprendre la distinction entre les tableaux de bord et l'exploration. D'ailleurs, le terme reporting manque un peu de précision parce que quand construire un rapport, ça peut être fait de manière ad hoc pour répondre à un besoin temporaire. On est plutôt dans la case de l'exploration. Et un reporting, ça peut aussi être quelque chose qui est clé en main, qui est construit en continu et qui rentre plutôt dans la case du tableau de bord. Donc, je préfère, au niveau sémantique, utiliser le terme tableau de bord et exploration qui sont un peu plus structurants. Donc, les tableaux de bord, ils sont construits à l'avance. Ils ne vont pas bouger toutes les semaines. Ils sont plutôt généralement à une échelle hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Et ils vont s'intéresser à des sujets stratégiques ou tactiques qui sont toujours pertinents. Et donc, je vais retrouver dans mes tableaux de bord des analyses assez classiques,
l'évolution du chiffre d'affaires selon pas mal de dimensions, l'analyse du délai interachat, des analyses RFM, etc. L'analyse exploratoire, c'est des questions qui sont ad hoc, qui se posent à un moment donné, pour différentes raisons, et pour lesquelles j'ai besoin d'avoir une réponse rapide par rapport à la question par rapport à la question du moment. Donc, quelques exemples de la vie réelle, c'est on s'est lancé dans des campagnes d'influence sur Instagram. On a envie de savoir, les clients qui viennent de ces campagnes d'influence Instagram, comment ils se comportent par rapport aux autres. On a souvent le risque que les clients qui viennent d'Instagram sont parfois des clients qui sont plus post-it, plus volatiles, avec un repeat business qui est souvent moins élevé. Est-ce que cette hypothèse se vérifie ou pas? Deuxième situation possible, j'ai des ventes qui sont assez décevantes sur ma nouvelle collection. Ça, c'est assez facile à mesurer. Et forcément, je peux me faire challenger, d'où ça vient? Est-ce que c'est nos anciens clients qui n'achètent pas? Est-ce que c'est les nouveaux clients qui n'en achètent pas? Est-ce que c'est les mauvaises ventes ont lieu à la fois en e-commerce et en point de vente? Est-ce que c'est valable pour tous les pays, pour toutes les régions? Ou est-ce que certains profils clients sont particulièrement peu sensibles à cette nouvelle collection? Donc là, j'ai un travail d'investigation. Je n'ai pas forcément un rapport préétabli. C'est à moi de construire les différentes analyses qui peuvent m'aider à répondre à cette question. Et un troisième exemple qui arrive assez souvent, c'est le directeur général qui, un matin, pour X raisons, a envie d'étudier davantage, mais nos clients multicatégories, à quel point ils sont plus engagés, à quel point ils dépensent plus que nos clients monocatégories, dans quelle mesure on doit mettre de l'effort là-dessus. Un jour, ce sera peut-être les clients cadeaux, les clients qui achètent pour quelqu'un d'autre, on peut les identifier, quel comportement ils ont, est-ce qu'ils reviennent, quel type de produits ils achètent par rapport aux autres. Et la capacité à répondre de manière rapide à ces questions exploratoires est fondamentale. Et on a très souvent tendance à passer beaucoup de temps à construire des tableaux de bord, mais pas assez à se doter de la capacité de faire de l'exploration rapide. Aussi parce que c'est plus compliqué. On le verra dans la partie mise en place, mais il y a des choses qui sont possibles pour vous doter d'une capacité exploratoire qui est plus importante. Et c'est vraiment fondamental. On n'insistera jamais assez là-dessus. La connaissance client, c'est les deux. C'est des reporting clés en main qui ne vont pas bouger tout le temps. Et c'est la capacité d'explorer les données rapidement pour répondre à plein de questions du quotidien. On va passer à la partie suivante, le cœur un peu du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez, même si elles sont très concrètes et qu'elles concernent votre quotidien, ça peut forcément être utile pour d'autres personnes. Alors, dans la partie les analyses classiques, on va revenir de manière plus détaillée sur différents types d'analyses qui reviennent tout le temps quand on fait de la connaissance client, et on va vous montrer quelques exemples qui peuvent vous inspirer dans la construction de vos dispositifs à vous. Alors, le premier sujet qui revient évidemment, qui est un peu le cœur du topic, c'est qui sont mes clients? Donc, quand on se pose cette question-là, il y a beaucoup de sous-questions qui sont liées. Donc, la première sous-question auquel on peut penser, mais c'est d'où ils viennent. Ils sont basés par magasin? Est-ce qu'ils sont basés sur le e-commerce? Est-ce qu'ils sont basés via des jeux concours? De quelle campagne marketing ils viennent? De quelle source? De quel médium? Est-ce qu'il s'agit de contacts, de clients, de prospects? Ensuite, la deuxième question, c'est l'analyse sociodémographique de votre base client. Donc, ça passe par l'âge moyen, la ville, le pays, le genre. Et il faut à la fois analyser des moyennes, mais aussi des dispersions. C'est-à-dire, typiquement, sur l'âge moyen, très souvent, ce n'est pas très signifiant. Vous pouvez tout à fait avoir deux boîtes qui ont un âge moyen à 40 ans, mais pour autant, une marque va avoir la plupart de ses clients, peut-être 60-70%, qui vont être entre 25 et 50 ans, alors qu'une autre aura peut-être une base clientèle où les gens ont vraiment de 25 à 70 ans. Donc, analyser les choses plutôt sous la forme de camembert sur la partie profil socio-démo, c'est souvent pertinent. Et sur la partie profil socio-démo, ce qui est aussi souvent intéressant, c'est de faire le lien entre cette analyse socio-démographique quantitative et les personas que vous avez peut-être définis dans une analyse qui est plus quali, et de vous dire, si on a défini un persona qui est la mère célibataire en province, peut-être ça peut être intéressant d'aller essayer de regarder de manière chiffrée quelle est la proportion de votre base client qui correspond à peu près à ce persona. Une troisième question qui est très utile, c'est le niveau de complétion des données. C'est souvent une information qui n'est pas forcément bien renseignée et qui aide énormément. En sachant que la date de naissance, elle est disponible qu'à 20%, vous savez que si vous faites un scénario d'anniversaire, au maximum, il va toucher 20% de votre base.
Et donc, le niveau d'effort que vous allez investir sur certaines actions peut dépendre du taux de complétion des données. Et donc, c'est très important d'avoir ce taux de complétion pour tous les champs classiques. Et les champs classiques, c'est les champs qui peuvent servir de variables de personnalisation dans vos campagnes. Donc, la civilité, par exemple, ou le code postal, ou la boutique préférée, ou même le SMS, hein, évidemment. Ce sont aussi les canaux de prise de contact. Et ensuite, des variables qui peuvent servir de déclencheurs, ou en tout cas, c'est les variables de déclenchement, les variables de personnalisation. Ensuite, il y a la question dans quelle mesure puis-je leur parler. Et donc, le fait de savoir qu'ils sont opt-in email, ils sont opt-in SMS, ils sont promophiles, ça, c'est des informations qui déterminent, ou ils ont une adresse postale définie, qui détermine en quelque sorte pour chaque canal quelle est l'audience que vous allez pouvoir adresser en fonction du canal que vous choisissez. Et ensuite, il y a plein de questions autres qui peuvent se poser quand on cherche à mieux comprendre qui sont les clients. Donc, quelle est leur catégorie socio-professionnelle. Ça se faisait beaucoup à l'époque du mailing papier. Moi, quand j'ai commencé en marketing direct, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, il y avait beaucoup de campagnes qui étaient faites sur papier. Ça coûtait très cher. Et donc, forcément, le niveau d'investissement qu'on mettait sur l'analyse, sur le ciblage, était souvent, en fait, beaucoup plus important que dans le monde de l'email, où parce que l'email est un canal qui ne coûte pas très cher, on a tendance à parfois moins segmenter. Et donc, je me souviens qu'à cette époque, on passait par des prestataires qui enrichissaient la base de données avec la catégorie socio-professionnelle pour qu'on puisse cibler spécifiquement des CSP++ pour certaines campagnes ou des CSP- pour d'autres. Ça se fait moins aujourd'hui, mais c'est toujours possible de le faire. Il y a toujours des prestataires spécialisés là-dessus. Et ça peut se faire, en fait, c'est basé souvent par quartier dans une ville à partir de l'adresse postale. Et on a une CSP moyenne qui est associée par quartier. La présence sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. On a aussi des prestataires là-dessus qui permettent de faire de l'enrichissement pour identifier qui sont les influenceurs dans votre base client, qui sont les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, sur Twitter et autres. Donc ça peut être assez intéressant pour faire des campagnes d'influence. Ça peut aussi être intéressant pour aller demander à ces gens-là des avis clients moyennant une incentive. Donc c'est des analyses un peu plus avancées mais qui sont assez intéressantes. Après, on va aller sur des analyses qui sont un peu plus, qui se rapprochent du comportement d'achat. Je pense par exemple à une appétence par thématique, par catégorie de produits, une sensibilité par canal, une sensibilité à la pression marketing. Donc, la sensibilité par canal, on va regarder qui sont les gens qui ont ouvert une communication email au cours des 90 derniers jours. Eux, on va considérer qu'ils sont sensibles à l'email, alors que les autres ne sont pas forcément sensibles, ou en tout cas pas sensibles récemment. Sensibilité à la pression, ça va être sur 10 emails envoyés, combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, et de calculer ça de manière roulante au fur et à mesure du temps pour avoir cet indicateur-là sur les 90 derniers jours ou les 30 derniers jours pour être en mesure d'ajuster votre pression marketing en fonction de la sensibilité à la pression. La version très basique de ça, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas vos 3 dernières newsletters. On va peut-être pas lui renvoyer à nouveau une newsletter toutes les semaines. On va le mettre dans une liste qu'on va appeler passif et lui envoyer un message, une newsletter qu'une fois toutes les 3 semaines pour limiter la pression et s'assurer d'un engagement qui s'améliore avec le temps. Et donc, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer un peu quelques exemples un peu visuels qui peuvent vous inspirer un petit peu. Une version un peu, on va commencer avec des choses très simples. La version Excel, parce qu'on est quand même dans un univers où Excel règne en maître. Donc, il y a encore beaucoup de tableaux de bord qui sont réalisés sur Excel. Donc là, en l'occurrence, on a récupéré les données automatiquement sur Excel de manière en quasi temps réel à partir d'Octolis. Donc, j'ai des données produits, j'ai des données clients qui sont extraits de ma base de données et qui sont actualisés en temps réel grâce à Octolis. Donc là, en l'occurrence, j'ai un catalogue produit avec des agrégats sur chacun de mes produits. Je vais avoir la même chose sur mes clients. Je vais avoir une table client avec pas mal d'agrégats sur tous mes clients. Et à partir de ça, je me construis mon tableau de bord dans Excel, dans Spreadsheet, où je vais avoir par exemple des analyses un peu macro sur le profil un peu type. Donc les clients qui ont réalisé un seul achat, voici leur panier moyen, voici la fréquence, voici le pourcentage qui vient du web, qui vient des points de vente, etc. Une analyse sur qui sont mes clients. Donc là, on retombe sur l'analyse sociodémographique qu'on évoquait juste avant. Le genre, la langue, le premier canal d'achat, c'est toujours assez intéressant. Une analyse sur dans quelle mesure ma base est exploitable, donc la répartition des opt-in et le taux de complétion sur les champs les plus importants. Et ensuite, peut-être une analyse plus détaillée sur le comportement d'achat. Et là, ça peut aller beaucoup plus loin.
Donc, la répartition selon le nombre d'achats, selon la catégorie du premier achat, selon la part de clients e-commerce et boutiques selon différentes dimensions. Un zoom sur le passage du premier au deuxième achat, qui est souvent une analyse très, très importante. Et donc, on va regarder quels sont les facteurs qui impactent le taux de passage du premier au deuxième achat. Est-ce que les gens qui viennent d'Île-de-France, est-ce que les gens qui sont vieux, qui sont jeunes, qui sont plutôt e-commerce, ont des taux de passage au deuxième achat qui sont plus importants? On peut analyser la fréquence d'achat selon le nombre d'achats, c'est souvent assez intéressant. Parce que là encore, on est encore dans une analyse relativement simple. On peut faire les choses de manière un peu plus avancée. Là, on a un dashboard qui est un peu plus sur mesure. Il y a un peu plus de travail pour le réaliser. Je vais retomber sur, dans un premier temps, des analyses qui sont assez similaires sur d'où ils viennent, sur l'embasement, sur le profil des gens, sur l'adressabilité. Donc, l'adressabilité, c'est on retombe sur les taux d'opt-in et le niveau de complétion des informations téléphone, adresse postale, SMS. La qualité des données, c'est un peu plus avancé, mais donc dans quelle mesure les données sont exploitables. On va regarder sur certains champs comme le pays, le téléphone, la civilité, si les données ont été bien normalisées. Parce que si la civilité, on a un taux de complétion de 80%, mais qu'en réalité, j'ai 50 valeurs différentes pour dire madame, ça fait que ma segmentation est très difficile. Donc, finalement, le champ n'est pas exploitable. Donc, récupérer ces taux, c'est la répartition des valeurs la répartition par valeur, c'est assez intéressant pour être en mesure d'évaluer dans quelle mesure la donnée est exploitable. Et ensuite, je vais avoir des analyses sur le comportement d'achat. Donc, on peut retomber sur certaines qu'on avait vues avant. Donc, la répartition, le profil moyen, la récurrence des achats, le délai interachat par catégorie de produits, ça peut être intéressant. Une analyse RFM, je trouve que la réactivité de campagne, après, ça peut aller assez loin. En inspiration, on vous partagera, en plus du dashboard spreadsheet, on vous partagera également cette liste d'indicateurs assez classiques qui est souvent très utile pour avoir des inspirations, parce que c'est souvent le point de départ quand vous voulez monter un dispositif. C'est de savoir si, pour chacune des thématiques classiques, le profil client, l'embasement, quels sont les indicateurs que vous voulez suivre, à quelle fréquence. Et c'est souvent le point de départ avant de construire un joli dashboard, de partir vraiment de vos besoins, de bien les expliciter, de bien les prioriser avant de construire quoi que ce soit. Donc, on vous partagera cette liste avec le replay et en plus du template spreadsheet qui peut vous inspirer potentiellement. Je laisse la parole à Carole pour la suite du Zoom sur les analyses clients. Alors, juste avant, tu as une question de Charlotte dans le chat qui demande si ils peuvent avoir la main sur la plateforme pour créer eux-mêmes ce type de dashboard. Est-ce que c'est disponible nativement? Je pense qu'elle fait référence à la plateforme, ça sous-entend Octolis. Oui. Non, ce n'est pas le cas. Je pourrais présenter un peu plus en détail dans la partie mise en place. Octolis est un enabler. Octolis est avant tout une solution pour gérer votre base de données, pour créer des jolies tables, pas pour créer les dashboards. Mais en revanche, on va renvoyer les données vers Spreadsheet ou vers Power BI ou vers un autre outil de reporting et pour vous permettre de construire les rapports dessus. Et ensuite, pour certains de nos clients, on propose du service additionnel pour construire des dashboards s'ils en ont besoin. Alors, pour continuer du coup sur le comportement d'achat, donc on va vous présenter quelques outils que proposent nos solutions partenaires en marketing automation. Donc là, on va regarder des analyses prédictives proposées par notre partenaire Klaviyo. Donc, c'est une solution vraiment spécialisée sur la partie e-commerce. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de prédire? Ils vont essayer de prédire la Customer Lifetime Value, donc finalement combien de chiffre d'affaires va me générer mon client sur la prochaine année et en combien de commandes. Et ils vont également tenter de prédire le risque de churn. Et donc, finalement, le risque de churn, ils vont l'établir selon la fréquence d'achat. Si on regarde l'exemple, on va voir que les tirets correspondent à un achat. Et donc, bien évidemment, plus il y a d'espace, de temps qui passe entre un achat et le prochain achat, plus le risque de churn augmente. Donc ça, c'est un des outils qui peut être utile pour adresser l'une des thématiques qu'on a vu tout à l'heure, donc la rétention. Un autre exemple
qu'on peut voir. Donc, Yacine l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Donc, le RFM modèle, donc analyse vraiment classique en retail et en e-commerce, juste pour remettre les fondamentaux ou le rappeler pour certaines personnes. Donc, RFM, donc c'est bien la récence d'achat, fréquence d'achat et le montant d'achat. Donc, le principe, c'est que c'est une méthode de segmentation où on va venir scorer l'ensemble de ces différents éléments. On va avoir la fréquence et le montant qui sont scorés ensemble et la récence qui est scorée à part. Donc là, on va vous montrer, pareil, un exemple de l'une de nos solutions partenaires en marketing automation. Donc, cette fois-ci, il s'agit de Dot Digital. Donc, il y a plusieurs formes de RFM. Ici, ils ont décidé de scorer la fréquence et le montant de 1 à 10 et la récence de 1 à 3. Donc, naturellement, là, si on regarde les champions, ça sera ceux qui auront le score le plus élevé en fréquence et en montant. Et le score le plus récent en récence. Donc, c'est bien les personnes qui commandent le plus fréquemment, à plus haut montant et qui ont commandé le plus récemment. On va avoir un autre exemple, les hauts potentiels, qui, eux, sont finalement proches des champions et commandent fréquemment et à haut montant. Simplement, ils n'ont pas commandé récemment. Donc, c'est typiquement le genre de segment que tout marketeur a envie d'adresser parce qu'il y a du potentiel, comme son nom l'indique. Et ce qui est intéressant aussi sur cette analyse-là, c'est que vous avez une idée de ce que chaque segment représente en termes au niveau de votre base de contact. Donc, c'est ce qu'on évoquait lors de l'introduction. Donc, par exemple, là, je vois que mes champions, ils représentent 1%. Mes loyales, on est à peu près dans les 30%. Lean Nurturing, voilà, j'ai 30%. Donc là, je peux pas tout de suite faire mon analyse parce que j'ai pas encore le rapport par rapport au chiffre d'affaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai le rapport à la fois du coup en volumétrie et en chiffre d'affaires. Donc, typiquement, là, si je regarde mes champions sur l'exemple, on a vu qu'ils étaient à 1% et ils représentent 5% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est important de bien avoir cette visibilité parce que ça me permet de me dire très bien, il représente peut-être qu'1%. En revanche, puisqu'il génère quand même 5% de mon chiffre d'affaires, je vais quand même décider qu'il est pertinent de leur adresser une communication dédiée. Par exemple, les loyales représentent 30%, ce qu'on a vu tout à l'heure, de la base, mais représentent plus de 50% du chiffre d'affaires qui est généré. Donc, c'est absolument, c'est quand même très important. Et c'est ça qui va vous permettre de prioriser notamment quel scénario mettre en place, parce qu'il y a toujours un champ des possibles qui est immense en CRM et ça va vous aider à prioriser les scénarios à mettre en place et à vous rendre compte du potentiel de chaque segment. Il y a bien évidemment Octolys qui propose aussi une version RFM. Donc, je laisse Yacine juste présenter rapidement comment s'articule l'analyse RFM côté Octolys. Ouais, un petit mot sur le sujet. On a une analyse standard qu'on applique pour la plupart de nos clients avec un modèle sur 6 dimensions qui est assez classique. Ce qu'on fait pour certains clients, mais disons c'est moins, il y a un peu plus de travail. C'est que l'analyse RFM standard, c'est bien au début, mais souvent, en fait, on a envie disons, d'un peu plus de spécificité dans certains métiers. Donc, on a parfois besoin de décliner la segmentation RFM par catégorie de produits, parce qu'on n'a parfois pas des fréquences, des logiques de repeat business qui ne sont pas du tout les mêmes selon les catégories de produits, selon les activités. Donc, ça peut être utile de les distinguer. Un autre élément qui est aussi important à prendre en compte, c'est qu'une analyse RFM, elle est souvent assez statique, c'est-à-dire qu'on calcule un segment à l'instant T. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est d'analyser la dynamique, c'est de savoir qu'il est passé du segment A au segment B. Et donc ça suppose d'historiser les différentes valeurs du segment. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec certains de nos clients. Donc, il faut bien partir de l'hypothèse. Voilà, donc il faut commencer avec une analyse RFM assez simple dans un premier temps, mais garder en tête qu'il y a souvent quand même besoin d'adaptation pour coller en fait à la réalité de votre métier et à la mixité de vos produits notamment.
Voilà, pour compléter sur la partie RFM, comme le disait Yacine, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même statique. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement d'évaluer, on en parlait en introduction, hein, vos impacts marketing. Donc, on avait donné cet exemple, est-ce qu'un haut potentiel est devenu champion? Donc là, vous avez du coup la même solution, notre Dot Digital, qui propose de pouvoir regarder, analyser l'évolution de vos segments RFM via cet outil qui est assez visuel et comme vous le voyez très simple. Donc ça permet de renseigner la plage sur laquelle vous auriez réalisé votre communication pour voir quels pourraient être les impacts. Un autre élément qui est intéressant, si par exemple vous voyez que vous avez une partie de vos hauts potentiels qui sont devenus des champions, mais une partie soit qui est restée au potentiel, voire qui a diminué de segment et qui est passé en nurturing, bah, vous pouvez les adresser en mouvement de personnes, donc en créant en fait un segment sur ce mouvement de personnes. Donc ça, c'est aussi intéressant pour justement maximiser les impacts de votre communication. On en parlait, les impacts de vos actions marketing, donc comment vous pouvez les évaluer. Donc, toujours dans la suite des éléments évoqués précédemment. Donc, en termes de fidélisation, ce qui est intéressant, c'est de réussir à analyser la LTV générée par vos clients. Donc, si on revient sur le scénario de cross-sell, pour être intéressant d'évaluer la LTV qui en est générée, si vous avez une approche par typologie de produits, essayer de se rendre compte s'il y a des grosses différences, s'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes ou non. Évaluer l'impact de vos scénarios un par un selon les KPI qui font sens pour ce scénario. Donc, à titre d'exemple, pour la rétention, on avait évoqué ce scénario pour inciter les personnes à mettre à jour leur carte bleue. Bah, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ces informations ont été enrichies? Ou sur un autre exemple qui n'est pas forcément lié au monde de l'abonnement, ça sera souvent le KPI de la récence d'achat qui fera foi. Et donc, ça sera vraiment ça finalement qui permettra d'évaluer l'impact de ce scénario. On l'a évoqué également l'évolution du statut, donc via le RFM modèle. Vous avez notamment ce sujet qui arrive sur la partie activation. Est-ce qu'un prospect qui était devenu inactif est devenu nouveau client? Et de façon plus globale, est-ce que si vous avez commencé à mettre en place un ensemble d'actions, vous avez priorisé la stratégie CRM dans votre roadmap marketing, est-ce que cela se perçoit de façon globale sur le chiffre d'affaires qui serait généré sur le canal emailing? Est-ce qu'il a progressé? Quelle part il représente? Donc voilà, donc on va continuer sur la partie plutôt concrète. Donc, comment je mets ce type d'éléments, enfin, ce type de dispositif en place. Et donc, dès qu'on parle de mise en place, on parle bien évidemment de méthodologie pour bien faire les choses. Donc, la première étape, c'est le cadrage des besoins. Donc, cette étape, elle est absolument indispensable parce que c'est vraiment la base même de votre projet. C'est là où on va se poser, on va dire, les bonnes questions et c'est ça qui va vraiment permettre d'assurer un bon projet et d'éviter des retours en arrière qui pourraient être extrêmement coûteux par la suite. Donc, typiquement, dans le cadre de ce webinaire sur la connaissance client en retail, une des questions qu'on peut avoir en cadrage, c'est de se dire est-ce que, en tant que retailer, je décide ou pas de prioriser le fait d'avoir une communication omnicanale? Parce que c'est ce qu'on a vu plus haut. C'est pas forcément toujours simple à mettre en place et donc c'est vraiment une question qui se pose et on a besoin d'avoir cette réponse dès le cadrage parce que ça va avoir un impact considérable sur du coup comment va s'articuler la communication dans votre système d'information. Donc par exemple, je suis retailer, je décide de mettre en place une communication omnicanale, auquel cas, ce qui sera recommandé, ça sera de travailler bien évidemment avec une Customer Data Platform telle que Octolis, ou si pour un ensemble de raisons, vous ne pouvez pas prioriser ce sujet, vous allez du coup vous comporter probablement en pure player. Et donc, ce qu'on va regarder finalement, c'est la capacité
de votre outil de marketing automation à se connecter directement à votre plateforme e-commerce, et auquel cas, on ne va pas du tout avoir les mêmes recommandations, puisqu'on peut avoir des acteurs qui sont très intéressants mais qui auront des complications à se connecter à votre plateforme e-commerce. À l'inverse, ce même acteur peut en fait se connecter et se plugger très bien à des Customer Data Platform. Et donc, c'est selon ce que vous allez souhaiter, la type de roadmap que vous souhaitez dérouler, la priorité que vous le donnez, que nous, on va pouvoir baser nos recommandations dessus et faire en sorte que votre projet se passe au mieux. Donc Yacine, je te laisse plus aborder la partie choix architecture. On va y revenir juste après sur un peu plus en détail sur les choix d'architecture qui sont sous-jacents. C'est souvent pas évident en fait de savoir dans quelle mesure est-ce que j'ai besoin de monter une base de données ou pas. Est-ce que j'ai besoin d'une CDP ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'un outil de BI assez costaud? Vous avez probablement entendu des noms comme Tableau, ClickView, Power BI, ou alors d'un outil qui est plus léger. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce n'est pas forcément évident de démêler les nœuds là-dessus. Et je vais essayer, en vous donnant différentes inspirations, de vous aider à cadrer un peu mieux le sujet. Donc là, on passe à l'étape spécification. Donc le cadrage, on vous recommande de passer donc soit par une agence, soit par un cabinet. Mais ça, c'est vraiment pas le rôle, en tout cas, d'un éditeur de faire ce travail d'accompagnement. Et ensuite, on a la partie spécification, pareil, qui se fait avec le même type de partie prenante. Et donc là, on aura déjà défini au niveau du cadrage finalement ce dont on allait parler, de quoi on allait parler. Et la partie spécification, l'idée, c'est de se dire comment je vais répondre à ce besoin. Et là, on va venir spécifier l'ensemble de ces sujets. Donc, on parle de spécification fonctionnelle détaillée. Et donc, ça fait office de périmètre détaillé de votre projet. Ensuite, il y a la mise en place, donc qui vont être basées à 100%, bien évidemment, sur les spécifications qu'on aura établies ensemble. Donc, les spécifications, pour le préciser, sont créées suite à des ateliers de travail qu'on réalise directement avec vous. Et en fait, la valeur ajoutée d'un prestataire là-dessus, c'est que nous, notre travail en tant qu'agence, ça sera vraiment d'adapter le plus possible la solution à vos spécificités métiers. Nous, on va vraiment puiser dans nos connaissances, dans notre expérience, dans le fait que on a accompagné plus de 50 clients dans le e-commerce pour appliquer ces recommandations lors de ces spécifications et faire en sorte que ça soit vraiment adapté et personnalisé selon votre contexte. Et donc, on prendra bien évidemment en compte ces réflexions lors de la mise en place. Et enfin, on aura le déploiement, donc là où on livre le projet. Il y a évidemment une partie onboarding où on va justement faire en sorte de créer un maximum d'adhésion sur l'outil auprès de vos équipes. Et cela va passer notamment par le fait que cet outil soit le plus personnalisé possible à vos spécificités, aux cas d'usage qui auront été mentionnés lors du cadrage. Et donc, selon le type de projet, on peut intervenir du coup ensemble avec l'éditeur et se répartir les tâches selon les différents sujets qui peuvent être abordés. Je ne sais pas si Yacine, tu souhaites peut-être dire un mot pour compléter. Non, c'est ça me paraît très bien sur la partie méthodo. Je vais parler un peu plus précisément de l'architecture maintenant et on reparlera peut-être un peu organisation à la fin parce qu'une fois qu'on aura parlé architecture, on va parler argent. Et la question de l'argent, forcément, est très liée à la question de l'orga, donc savoir si vous internalisez, externalisez, dans quelle mesure vous appuyez sur des solutions tierces. On pourra aborder ces questions qui sont très concrètes après la partie architecture. Donc, je vais vous parler un peu plus technique. Et je vais essayer de vous montrer à travers différents exemples d'architecture qu'on peut retrouver chez des acteurs e-commerce retail, un peu comment s'agencent les différentes briques. Le framework que je vous propose, c'est les grandes colonnes que vous voyez ici. C'est bien comprendre que quelle que soit la manière dont vous allez organiser
votre dire le système d'information décisionnelle, c'est un gros mot, mais disons la partie, l'analyse de votre base, vous allez passer par les mêmes étapes. On a des sources de données qui doivent être importées dans un endroit qui va stocker l'information. Dans cet endroit où on stocke l'information, on va ensuite transformer les données pour calculer les agrégats, les colonnes dont on peut avoir besoin, et ensuite les mettre en forme joliment dans un rapport. Il y a toujours ces grandes étapes, et les outils qui composent ces différentes étapes sont différents selon pas mal de choses. Donc, pour importer les données, quand on est dans des situations, dans une stack un peu de démarrage, qu'on a des tout petits budgets, très souvent, c'est de l'export Excel. Je stocke tout ça sur Excel et je vais retravailler mes données sur Excel directement. Et Excel joue à la fois le rôle de quasi base de données, d'outil de transformation et d'outil de visualisation. Quand on commence à vouloir faire des choses un peu plus dynamiques, on va utiliser des connecteurs légers. Ce qu'on appelle un connecteur léger, c'est des tuyaux qui sont disponibles sur l'étagère. Donc, les deux qu'on voit le plus souvent dans des petites boîtes sont Supermatrix, qui s'intègrent très très bien avec Spreadsheet, qui permet de récupérer notamment les données de Google Ads, Facebook, dans Spreadsheet directement. Et également Zapier, qui est plus à présenter, qui est l'outil le plus connu de tuyauterie sur l'étagère. À noter qu'il y a un acteur européen qui s'appelle Make, qui fait la même chose que Zapier, en un peu moins cher et un peu moins joli, mais ça reste assez facilement utilisable. Donc, c'est vrai que moi, je vous recommande d'utiliser plutôt l'acteur européen qui s'appelle Make plutôt que le leader américain, mais les deux sont très bien. Et avec les connecteurs légers, vous allez pouvoir récupérer de la donnée de manière automatisée, donc toutes les heures, tous les jours, dans Spreadsheet, transformer la donnée dans Spreadsheet, et ensuite utiliser l'outil de Google qui s'appelle Google Data Studio, qui est un outil de reporting assez léger, pour apporter peut-être certaines transformations et visualiser surtout la donnée. À noter que la transformation, du coup, elle peut être gérée en partie sur Spreadsheet, en partie sur Google Data Studio, même si Google Data Studio est quand même un outil qui est assez léger, assez simple, et ne propose pas beaucoup de fonctionnalités pour retravailler la donnée. Donc, on a très souvent plutôt tendance à le faire davantage sur Google Sheet que sur Google Data Studio. Ensuite, la société grandit, on commence à vouloir faire des choses un peu plus poussées. La raison souvent du blocage, c'est que on en a marre d'avoir des CSV qui traînent dans tous les sens. Ça prend un temps énorme. On a beaucoup de travail manuel et on a tendance à souvent à voir que parfois des gens passent plus de temps à manipuler les données et des Excel volants qu'à analyser les chiffres. C'est toujours un peu dommage. Et donc, on cherche à rationaliser ça. Et une approche pour rationaliser, ça peut être de se dire, je vais prendre un gros outil de BI qui est spécialisé là-dessus. On doit avoir peut-être, je pense, 60% quasiment du retail qui est sur Power BI, parce que Microsoft est très présent dans le monde du retail, mais bon, pas que. Mais il y a d'autres solutions Power BI. Et on est ici sur une approche où l'outil de BI joue un rôle énorme. C'est-à-dire qu'il va à la fois stocker l'information, la transformer et la visualiser. Et donc, vous avez des approches assez différentes. Vous avez des outils comme Polar Analytics, qui est un outil qui est très léger, pas très cher, qui se branche parfaitement à Shopify, beaucoup moins bien en réalité pour du retail. C'est très pertinent sur l'activité e-commerce uniquement, qui est lui dans une approche très clé en main. Tu branches Polar Analytics et tu as tout de suite des rapports qui sont proposés et tu as très peu de paramétrage. À l'opposé, on va avoir des outils qui sont plus costauds comme Tableau, où là, le travail de paramétrage est beaucoup plus important. Mais c'est aussi un outil qui est évidemment autrement plus complet que Polar Analytics et qui est plutôt adapté pour des sociétés un peu plus matures. Et au milieu, on va avoir un Power BI qui est un peu l'outil par défaut dans le monde du retail, qui est très présent, qui est assez complet, relativement simple d'utilisation au regard d'un outil BI et qui est souvent le choix un peu par défaut de beaucoup de nos clients aujourd'hui. Et pour récupérer les données dans cet outil BI, on va utiliser souvent des connecteurs qui sont un peu plus lourds parce qu'on ne va pas récupérer uniquement de la donnée depuis Facebook Ads ou Google, mais également depuis des systèmes ERP, systèmes de caisse. Et donc, on va utiliser des tuyaux qu'on va appeler des ETL. C'est l'acronyme de Extract, Transform and Load. Donc, j'en ai mis deux qui sont assez connus aujourd'hui. Il y a Talend également qui est très connu sur ce sujet, qui vont permettre de récupérer les données des différents systèmes pour les mettre dans l'outil BI en simplifiant.
Le gros inconvénient de cette approche, enfin, il y en a plusieurs, mais le gros inconvénient, c'est que c'est très difficile de maintenir les différents rapports dans un outil BI. On se retrouve très vite à avoir le même indicateur qui est présent dans plusieurs tableaux de bord, qui est calculé assez vite de plusieurs manières différentes, et donc avec les fameux décalages qu'on va avoir où l'équipe acquisition a calculé la LTV d'une certaine manière, l'équipe CRM d'une autre manière, l'équipe finance d'une autre manière, et on n'a pas les mêmes chiffres. Donc ça arrive très souvent. L'autre inconvénient, c'est qu'on a un niveau d'adoption en interne qui est souvent assez faible, même si ces outils affichent tous une promesse de simplicité. La réalité est plus nuancée. C'est souvent assez compliqué quand même d'usage pour quelqu'un qui ne vient pas de ce milieu-là. Et donc, on se retrouve très souvent avec une ou deux personnes qui maîtrisent l'outil, mais très peu d'adoption de la part des autres collaborateurs de l'entreprise. Et un autre inconvénient, c'est que vous avez une dépendance très forte avec cet outil. Si demain, vous souhaitez passer de Polar Analytics à Power BI, il faut tout refaire. Et donc, c'est souvent un peu risqué parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous rendre compte que vous avez peut-être besoin d'un outil qui est plus léger ou plus costaud, ou vous avez besoin de plusieurs outils en parallèle. Et donc, avoir une dépendance qui est aussi forte à un seul outil, c'est un peu gênant. Donc, l'approche, disons, plus traditionnelle, un peu plus costaud, qui est clairement plus lourde, c'est d'avoir une base de données intermédiaire, ce qu'on va appeler un entrepôt de données, un data warehouse, qui, lui, va consolider l'ensemble des informations. C'est dans ce data warehouse que je fais l'essentiel des calculs, que je vais calculer ma LTV, mon RFM, etc. Et ensuite, l'outil finalement d'analyse n'est qu'une interface de lecture des indicateurs, une interface de construction de jolis tableaux de bord, mais à partir d'indicateurs qui sont calculés dans le data warehouse. Et donc, si demain, je passe de Power BI à Tableau, c'est très facile parce que mes indicateurs sont déjà calculés en amont. Et dans Power BI, je ne refais pas la roue à chaque fois. Mes indicateurs sont calculés en amont. Et donc, si j'ai deux rapports différents qui utilisent le même indicateur, le calcul n'est pas fait au niveau des reporting, au niveau des tableaux de bord, mais il est fait en amont. Un autre avantage de cette approche-là, c'est que ça permet en parallèle d'un outil de BI un peu costaud qui est souvent utilisé avant tout par l'équipe finance, d'avoir également une approche plus exploratoire avec des données qui sont synchronisées sur Excel ou spreadsheet pour faciliter les traitements. Le gros challenge de cette approche, qui fait souvent un peu peur dans la plupart des entreprises retail mid-market, c'est que monter un data warehouse, c'est quand même un projet compliqué. Transformer les données, c'est pas si simple. Je vous ai mis le nom des deux technologies de référence sur le sujet. C'est des noms qui sont pas très connus des marketeurs généralement. Et sans avoir des compétences data en interne ou un budget pour une agence data régulière, c'est une approche qui est beaucoup trop lourde pour la plupart des acteurs en mid-market. Donc, c'est plutôt une approche qu'on va voir chez des boîtes qui font généralement minimum 50 millions de chiffre d'affaires annuel, quelque chose de si plat. Donc, pour une boîte qui est plutôt à quelques millions de chiffre d'affaires ou à 10, 20 millions, c'est souvent un petit peu lourd pour cette taille. Et donc, nous, la stack qu'on recommande, elle est plus pragmatique. Octolis, nous, on travaille principalement avec des acteurs qui sont mid-market. Donc, nos clients ont une taille qui va aller de quelques millions de chiffre d'affaires à quelques dizaines. On en a quelques-uns qui sont plus gros, mais la plupart de nos clients sont plutôt à quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Et pour ces acteurs-là, ils n'ont très souvent pas d'équipe data en interne. Ils n'ont personne en interne généralement. Ils veulent avoir un outil BI costaud. Ils veulent faire de l'exploration. Ils veulent également utiliser les données à des fins opérationnelles. Parce qu'une fois qu'on a les données dans un data warehouse, ça peut être intéressant de les utiliser aussi à des fins d'activation. Si on a un RFM, c'est bien de le regarder, mais c'est encore mieux l'utiliser dans le marketing automation. Et donc là, on propose une approche qui a un peu les avantages de l'approche plus mature où on a un entrepôt de données qui est indépendant de la visualisation des données. Donc, on a bien des indicateurs qui sont calculés dans la base et pas dans les rapports, ce qui évite les décalages. Mais l'avantage de cette approche, c'est que la transformation de données est réalisée à travers Octolis, à travers une interface simple. La base de données, elle est gérée par Octolis. Certains de nos clients l'hébergent, d'autres clients nous laissent le soin de l'héberger pour eux. Donc, ils ne portent pas cette charge-là, mais la base, elle est quand même à eux. Elle est indépendante, ils la récupèrent à tout moment.
Et Octolis va se charger à la fois des imports, de la transformation et d'envoyer les données vers les outils d'analyse et les outils d'activation. C'est une approche qui est assez nouvelle, d'utiliser la même base à la fois pour de l'exploratoire, de l'analyse et de l'activation, mais il y a un intérêt énorme. C'est que quand je calcule un indicateur, ça peut être une simple fréquence d'achat ou un score de pression marketing, je peux à la fois l'analyser dans Power BI, le croiser avec d'autres indicateurs dans Spreadsheet et l'envoyer dans Klaviyo, dans Braze, dans Splio pour faire du marketing automation basé sur cet indicateur. Et donc, ça évite énormément d'avoir les décalages qu'on observe très souvent entre moi, j'ai tel chiffre, alors que mon collègue, il a un autre chiffre, et de devoir passer par de mettre des tuyaux à chaque fois sur mesure pour pouvoir récupérer les données de Power BI pour les utiliser dans les outils marketing. Donc, c'est une approche qui est plus pragmatique, alors qui est évidemment plus lourde que l'approche pure Excel, mais qui l'est beaucoup moins que l'approche traditionnelle avec une transformation des données et un data warehouse qui est géré sur mesure par des profils data. Donc, la question qui se pose ensuite, c'est mais combien va me coûter tout ça? Donc, si on regarde un peu ces différentes architectures, l'approche Excel, généralement, elle est faite en interne. On a parfois certains de nos clients qui prennent un freelance pour les aider là-dessus ou une petite agence pour les aider là-dessus. Et là, on va être sur des budgets qui restent assez modestes, ou si jamais vous deviez déléguer à une agence le soin de monter un dispositif assez léger sur Spreadsheet, un peu comme celui que je vous avais montré juste avant, il faut compter peut-être quelque chose des montants de l'ordre de 10 000 – 15 000 euros pour mettre en place quelque chose et ensuite avoir selon vos besoins d'évolution. Mais c'est sain de garder, généralement, si vous investissez 100 sur un budget setup, il faut garder entre 30 et 50 sur la maintenance et l'évolution de ce dispositif-là durant les premiers mois. C'est très difficile d'anticiper tous les indicateurs dès le départ. Donc, il faut garder 30 à 50% pour les évolutions durant les 6 premiers mois. Ensuite, ça peut baisser un petit peu. Si on va sur une approche qui est un peu plus que type outil très centré sur un outil de BI, un outil de BI, il faut compter généralement, les moins chers peuvent commencer à 50, 100 euros par mois par utilisateur. Pour les plus costauds, on va plutôt être sur des licences annuelles aux alentours de entre 10 et 30 000 euros par an. Donc, en gros, même si vous choisissez un outil léger, ça peut vous coûter, on va dire 1000, enfin quelques milliers d'euros annuels pour la licence de l'outil. Ensuite, il y a quand même pas mal de travail de paramétrage. Donc, il y a le travail de mise en place pour récupérer les données et paramétrer les premiers rapports. Donc là, généralement, il faut compter environ 15, 20, 30 jours de boulot pour la configuration initiale. Et une journée, c'est pas loin de 1000 euros généralement dans nos métiers. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'en synthèse, on va compter dans les, on va dire, 5K, 10K de licence et peut-être 20K de service pour la mise en place initiale et un budget quasi équivalent pour la maintenance évolution sur un an. Sur une approche plus traditionnelle avec une stack plus complète, sur la partie licence, ne va pas être beaucoup plus élevée. Donc, il va aussi falloir payer la licence du data warehouse, les coûts d'hébergement, disons, de la donnée, mais c'est assez faible en réalité. On a très peu de clients qui dépassent quelques centaines d'euros par mois. Donc, généralement, 200, 300 euros par mois, c'est suffisant. En tout cas, en mid-market, on ne parle pas pour les grands comptes. Donc, c'est vrai qu'au niveau licence, on va s'en sortir. On va rester sur 5-10K pour la partie BI. Et on va en avoir pour la partie data warehouse et licence d'import peut-être pour peut-être 2000, 5000 euros. Et ensuite, par contre, la mise en place, le setup de tout ça est beaucoup plus chronophage. Donc, le setup sera difficilement sur 10-20 jours de boulot. Ce sera plutôt du 20 à 50 jours de travail pour la mise en place d'une stack data qui ressemble à ça. Et ensuite, il faut compter à peu près toujours le même ordre de grandeur pour la partie maintenance évolution. Et pour la stack plus pragmatique, la stack forcément sur laquelle j'ai un petit biais, où Octolis joue un rôle un peu plus important, en termes de licence, on peut être sur des outils de BI qui sont plus légers. On n'a pas forcément, dès lors que la donnée est bien transformée en amont, que grâce à Octolis, on va pouvoir ajouter son RFM, ses champs calculés facilement. On peut avoir des outils de BI qui sont un peu plus simples.
je recommande beaucoup Metabase. Mais bon, mais Power BI, c'est très bien aussi. Moi, je suis un grand fan de Metabase. Et donc ça, c'est un outil qui va coûter dans les 100 € par mois, qui est quand même très accessible. La licence Doctolis, ça va commencer c'est environ 10 000 €, 20 000 €. Le prix moyen est peut-être de l'ordre de 20 000 € par an à peu près. Ça dépend du volume de contact principalement. Et ça va inclure à la fois la partie connecteur, la partie stockage et la maintenance en fait de tout ça. Donc c'est un coût qui est un peu plus forfaitaire et qui permet de gérer l'ensemble des questions facilement. On s'occupe du setup généralement. Ça fait partie de notre prestation, moyennant un coût additionnel selon les besoins de nos clients. Et sur la partie maintenance évolution, où les besoins ad hoc, type je veux construire un dashboard par exemple et j'ai personne en interne, on propose du service à la demande pour des petits besoins. Et quand c'est des besoins plus structurants, on met en relation avec des partenaires comme D&D sur les besoins qui sont un peu plus structurants, sur lesquels vous pouvez avoir besoin d'un vrai accompagnement conseil. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie argent. Parce que, normalement, c'est souvent la partie sur laquelle il y a le plus de questions. On arrive à la fin. Peut-être que certains ont faim ou vous avez enchaîné. Samira est en train d'écrire. C'est très clair. N'hésitez pas à nous partager peut-être un petit feedback ou vos questions à l'écrit. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour un peu sur le webinaire, ce qui vous a plu ou moins bien plus. C'est toujours utile. Le suspense est plein. Que va dire Charlotte? Ok. Pas de questions. Parfait, on attend les docs. Si vous avez des feedbacks sur les parties que vous aimeriez peut-être approfondir ou… Après, dans tous les cas, si vous êtes pressé ou un peu timide actuellement, vous pouvez aussi nous contacter en direct avec grand plaisir. Bon. Ok, merci à vous, merci d'avoir participé à ce webinaire et comme annoncé, on va vous partager l'ensemble des éléments juste après et peut-être à bientôt et bon appétit à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.